Le poltergeist de Enfield. Durant l'investigation, Maurice Grosse a pris l'habitude d'aller interroger les passants dans la rue. Certains d'entre eux s'arrêtaient régulièrement devant la maison. Ils disent apercevoir parfois une silhouette à la fenêtre de la chambre des filles. Nous sommes en octobre et l'école est fermée pendant quelques jours durant la Toussaint. La SPR offre à la famille quelques jours de vacances pour pouvoir enquêter sur les phénomènes durant leur absence. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls dans la maison, aucun phénomène paranormal ne se produit. Le fantôme semblait simplement attendre le retour de la famille pour agir. D'ailleurs, quelques jours plus tard, il l'accueille dignement en tapant dans les murs pendant plusieurs heures. À la fin du vacarme, une idée germe dans l'esprit de Grosse et Playfair. Pourquoi ne pas essayer de communiquer avec l'entité? Le dispositif est rapidement mis en place. Maurice, accompagné de son magnétophone, enregistre toutes les séances. L'entité doit taper une fois dans le mur pour dire non et 2 fois pour dire oui. Après plusieurs séances, les enquêteurs apprennent que l'entité serait celle d'un esprit d'un vieillard, mort dans la maison il y a plus de 50 ans. Et bien qu'il affirme vouloir simplement jouer avec les nerfs de la famille, l'entité semble cacher une nature bien plus sombre. Un soir, des cris provenant de la chambre de Janet et Margaret alertent tout le monde. Grosse et Madame Hodgson retrouvent Janet, suffocante, un rideau plaqué contre sa bouche. La fillette affirme que le fantôme a essayé de la tuer. Un autre soir, c'est au tour de Billy de se faire attaquer. La grille de métal de la cheminée est arrachée par une force invisible qui l'a manqué de peu. Un autre soir encore, c'est tout un chauffage qui est arraché brutalement du mur. L'entité est très agressive et ne semble pas décidée à laisser la famille tranquille. Le 10 novembre, la petite Janet fête son anniversaire, la boule au ventre. Le fantôme lui réserve une bien mauvaise surprise. Elle est soudainement propulsée dans les airs à plus d'1 mètre du sol. Dès lors, les phénomènes de lévitation vont se répéter. Maurice Grosse en sera témoin, mais également la tante et l'oncle des enfants Hodgson. Le photographe Graham Morris, resté avec les enquêteurs du paranormal pour apporter des preuves photographiques, installe un dispositif à déclenchement automatique dans la chambre de Janet et Margaret. Les clichés sont saisissants. On peut y voir Janet suspendue dans les airs. Dès le mois de décembre 1977, l'entité est plus active que jamais. À présent, elle souhaite se faire entendre. Des grognements émanent des filles, comme si l'esprit essayait de les posséder pour parler à travers elles. Maurice Grosse, muni de son enregistreur, immortalise plusieurs petites conversations. Au début, la voix se contente simplement d'émettre quelques syllabes. Sa teinte rauque et caverneuse lui donne une allure effrayante. Après plusieurs essais, l'entité parvient à formuler quelques mots. Les enquêteurs apprennent qu'il y a en réalité plusieurs entités. L'une d'entre elles est plus bavarde. Elle s'appelle Bill. Bill explique s'être endormi dans le salon pour ne plus jamais se réveiller. Il était parvenu à se sauver du cimetière et revenir chez lui pour tourmenter les nouveaux occupants. L'histoire est grotesque. Les enquêteurs commencent à avoir des doutes. Ils pensent que les enfants sont en train de leur jouer un tour. Maurice Grosse demande à Janet de garder de l'eau dans sa bouche pour être sûr que la voix ne puisse pas provenir d'elle. Les autres entités ont continué à parler. Même processus pour Margaret. Les membres du SPR finissent par accorder du crédit au récit lorsqu'ils découvrent qu'un certain Bill Wilkins était mort dans cette maison d'une hémorragie cérébrale. Dans le courant de l'année 1977, plusieurs autres membres du SPR rendent visite à la famille après avoir entendu les enregistrements de Grosse. Pour eux, il ne peut s'agir là que d'un vaste canular. Ils embauchent un spécialiste des effets spéciaux pour venir inspecter la maison. Selon ses dires, il est tout à fait possible, avec un peu d'entraînement, de faire bouger des meubles, même lorsque l'on ne possède aucune force. Un véritable jeu d'enfant. Pourtant, d'autres personnes continuent à croire au phénomène. De nombreux témoins oculaires, dont plusieurs inconnus et des journalistes, sont invités à entrer au 284 Green Street pour constater les faits. Les gens entrent dans la maison, comme invités à assister à un show. Les phénomènes sont en effet particulièrement spectaculaires.
Les chaises se renversent, des objets sautent tout seuls, une boîte à mouchoirs lévite dans les airs. Les couverts s'empilent tout seuls, les uns sur les autres, et tiennent en équilibre, défiant les lois de la physique. Médiums, magnétiseurs et prêtres sont conviés pour chasser les mauvais esprits de la maison. Les voix résonnent de plus belle, elles sont agressives et se mettent à insulter les intrus. Plus personne n'ose pénétrer dans la maison, par peur de se faire attaquer. Maurice Grosse dira que durant l'enquête, il lui est arrivé plusieurs mésaventures désagréables. Sa voiture connaît une succession de pannes mystérieuses. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits inappropriés, et il était réveillé fréquemment par des coups dans son mur. Petit à petit, de nombreux visiteurs réguliers ont arrêté de venir soutenir la famille. Le 30 mai 1978, le poltergeist se déchaîne contre tout le voisinage. Tandis que les enfants Hodgson jouent dans le jardin des voisins, une pluie de pierres et d'objets s'abattent sur près de 5 maisons du voisinage. Les Hodgson sont désormais très mal vus. Seuls les Nottingham leur restent fidèles. En juillet 1978, alors que la famille commence à s'habituer à la présence du poltergeist, elle reçoit la visite du célèbre couple Warren, des démonologues américains ayant travaillé sur plusieurs cas de possession démoniaque. Edward Warren est en désaccord avec le terme poltergeist. Il pense que la SPR se trompe sur toute la ligne et qu'il s'agit bien d'une présence maléfique. Seul un prêtre exorciseur serait capable de les débarrasser du phénomène. Sur ces mots, les Warren quittent la maison. Ils n'y seront restés qu'une seule journée. Après leur passage, le fantôme semble être entré dans une colère noire. Janet Hodgson ne peut pas passer une seule nuit sans être dérangée par sa présence. Elle est projetée de son lit chaque nuit. Guy Playfair suggère que la fillette devrait être envoyée en hôpital psychiatrique. Elle y serait en sécurité, pourrait se reposer, et les meilleurs médecins de la région pourraient lui apporter leur aide. Janet est admise le 25 juillet. Durant le temps de son hospitalisation, les manifestations sont beaucoup moins violentes. La fillette rentre à la maison en septembre. À son retour, il n'était plus question de lévitation ou d'objets volants, comme si un simple soin psychologique sur Janet avait suffi à calmer le poltergeist. Dès lors, la famille essaye de retrouver un semblant de vie, malgré les coups incessants dans les murs. À la fin de l'année, Margaret finit par contacter un prêtre pour bénir la maison. Le lendemain de son intervention, le calme est définitivement revenu. Une fin qui paraît très abrupte pour un cas de poltergeist aussi violent. Quelques années après, en 1990, Playfair écrit un livre sur le cas Enfield intitulé « This House is Haunted ». Dans ce livre, il n'hésite pas à donner de nombreux détails sur les différentes manifestations du poltergeist. Des détails qui vous ont été racontés dans ce podcast. Et pourtant, selon d'autres sources, il s'avère que beaucoup de choses sont fausses. Le membre de la SPR a été accusé à de nombreuses reprises d'avoir grossi les traits. Par ailleurs, dans son livre, il avoue lui-même qu'à plusieurs reprises, les enfants ont essayé de faire des blagues pour tromper les enquêteurs. Ces dires sont confirmés par Janet Hodgson elle-même, bien des années plus tard, en 2017, à l'occasion de la sortie du film Conjuring 2, le cas Enfield. Elle avoue qu'au moins 2% des faits décrits dans le livre sont faux. Ce pourcentage pourrait bien être trop bas par rapport à la réalité. Puisque le cas Enfield a particulièrement été bien documenté, il existe plusieurs bandes vidéo. Sur l'une d'entre elles, on peut clairement voir les deux sœurs Hodgson rigoler durant une séance où Maurice Grosse essaye de communiquer avec la voix caverneuse. Des spécialistes ont pu déceler plusieurs incohérences dans le discours de l'entité, comme le niveau de langage similaire à celui des enfants. En principe, il n'existe aucun cas de poltergeist répertorié faisant état d'une communication à plusieurs tonalités. Un ventriloque, quant à lui, a déclaré que le test de l'eau proposé par Maurice Grosse n'était pas vérifiable. Il était tout à fait possible de réussir à parler de cette manière avec un peu d'exercice. Cette dernière explication semble un peu rapide. Il ne faut pas oublier que l'on parle de jeunes enfants. Bien qu'il soit possible de faire bouger des objets avec d'ingénieux tours de passe-passe, on ne peut pas tout expliquer, comme le chauffage ayant sauté du mur ou la pièce qui se met à trembler.
Cependant, là encore, il est possible de tout remettre en question. De nombreux phénomènes tiennent au seul témoignage de Maurice Grosse. Ce membre de la Society for Psychical Research a toujours défendu la cause des filles lorsqu'elles ont été accusées de tricherie. Son engagement peut s'expliquer par le fait que quelque temps auparavant, il avait perdu sa fille unique dans un accident de voiture. Le chagrin aurait pu lui faire accepter n'importe quel phénomène surnaturel, quitte à se mentir à lui-même. D'autres propos, rapportés dans le journal Daily Mirror, ne sont pas non plus vérifiables, puisqu'il n'existe aucune preuve photographique. Il y a bien, en effet, quelques clichés de Janet en train de l'éviter. Pourtant, la position suspendue de la fille ressemble étrangement à celle obtenue après un saut depuis le lit. On peut facilement imaginer Janet sauter en l'air pour déclencher le système de déclenchement automatique de l'appareil placé dans sa chambre. En somme, le poltergeist d'Enfield, à en croire toutes ces contradictions, ne serait qu'une vaste blague. Janet Oxon, dans son interview, n'a jamais affirmé que tous les phénomènes faisaient partie de leur coup monté. Selon elle, si elles ont cherché à falsifier certaines manifestations, c'était pour être sûres que les enquêteurs les croient. Elle cherchait de l'attention, là où personne ne semblait vouloir en accorder, pour aider la famille. Elle avoue bien plus tard qu'elle et sa sœur s'étaient amusées avec une planche Ouija, juste avant le début des phénomènes. Avaient-elles réellement réveillé l'entité demeurant dans la maison? On peut s'interroger sur la manière dont elles ont obtenu l'information sur la mort de Bill Whitkins. La simple bénédiction d'un prêtre aurait-elle pu suffire à chasser le mauvais esprit? Le cas Enfield pose question. Lorsqu'on s'y penche d'un peu trop près, il peut perturber notre perception de la réalité. Au 284 Green Street vit à présent la famille Bennett. Claire, la mère, qui n'a appris l'histoire de la maison que bien plus tard, a toujours déclaré ressentir une présence dans la maison, comme si quelqu'un la surveillait en permanence. Se pourrait-il que le poltergeist finisse par se manifester à nouveau? De Enfield. Le cas paranormal que vous allez découvrir dans ce podcast est l'un des cas de poltergeist les plus documentés du monde. Chasseurs de fantômes, médecins, journalistes ont tour à tour essayé de comprendre les étranges et terrifiants phénomènes qui se sont produits pendant plus d'un an au 284 Green Street à Londres entre 1977 et 1978. Comment les phénomènes ont-ils commencé? Se sont-ils vraiment arrêtés? Il n'existe à ce jour aucun document affirmant la présence d'un esprit dans cette maison de la banlieue de Londres avant l'arrivée de la famille Hodgson. Pourtant, Margaret Hodgson l'atteste, il y a bien une présence qui terrorise ses enfants. Tout a commencé à la fin de l'été 1977, quelques jours après leur emménagement en catastrophe à Enfield. Lorsqu'elle décide de s'installer dans la nouvelle maison, Madame Hodgson est récemment divorcée. Il s'agit en réalité d'un logement social. N'ayant pas beaucoup d'argent, elle accepte la proposition faite par les services sociaux, bien que la maison ne soit pas du tout à son goût. Les meubles et la tapisserie sont à changer. On aurait dit que tout avait appartenu à un vieillard, puis laissé à l'abandon après sa mort. Cependant, la maison est assez spacieuse. Elle comporte 3 chambres. Les 4 enfants Hodgson s'y sentiront bien. La plus âgée s'appelle Margaret, comme sa mère. Il y a ensuite Johnny, 11 ans, Janet, 9 ans, et Billy, 7 ans. Johnny est rarement à la maison. La semaine, il est placé dans un internat au collège et ne rentre que le week-end. Les Hodgson font également la connaissance de leurs nouveaux voisins, les Nottingham, composés de Vic, le père, et de son fils unique, Gary, un adolescent un peu plus âgé que l'aîné Hodgson. Vic fait comprendre à Margaret, plus communément appelée Peggy, qu'elle peut compter sur son aide, ainsi que sur celle de son fils en cas de problème. Madame Hodgson est ravie de savoir que les choses se passent aussi bien dans son quartier, ce qui n'est rapidement pas le cas entre les 4 murs de sa maison à 2 étages. Quelques nuits après l'emménagement, la mère, qui somnole devant la télé au salon, est alertée par des bruits provenant du premier étage. En se rendant dans la chambre de ses filles, elle constate que les 2 lits tremblent. Elle pense que Margaret et Janet ont un sommeil un peu plus agité que d'habitude. Elle se couche à son tour.
La journée du lendemain se passe dans un calme absolu. Les enfants sont à l'école, Madame Oxon s'occupe des tâches ménagères et en fin de journée, après que les enfants sont couchés, elle s'effondre devant la télévision. Elle est à nouveau dérangée par des bruits provenant de la chambre de ses filles. Cette fois-ci, ils sont accompagnés par des cris. Billy, le plus jeune, est également dérangé par tout ce vacarme. Il ne parvient pas à trouver le sommeil. La mère de famille a bien l'intention de disputer ses filles. Lorsqu'elle pénètre dans la chambre, elle est incapable de s'y résoudre. Les filles sont terrorisées. Elles affirment que les tiroirs ont bougé tout seuls. Peggy pense qu'elles ont simplement fait un cauchemar. Elle finit par se rendre à l'évidence que quelque chose ne va pas dans cette chambre lorsque la commode s'est mise à glisser toute seule sur quelques centimètres. Terrifiée, la mère de famille rassemble tous ses enfants. Exceptionnellement, tout le monde est autorisé à dormir dans le salon et à regarder un peu la télévision pour essayer de se calmer. Madame Oxon ne croit pas spécialement aux fantômes. Elle est simplement terrifiée par ce qu'elle vient de voir. Elle se sent complètement démunie. Des coups dans les murs se font entendre, ainsi que des bruits de pas à l'étage. Peggy pense immédiatement à la présence d'un cambrioleur. Elle demande à ses enfants de s'habiller à la hâte. Tout le monde doit sortir de la maison. Dehors, elle aperçoit de la lumière chez les Nottingham. Elle n'a pas d'autre choix que de déranger Vic et son fils. Vic Nottingham trouve cette histoire de bruit très suspecte. Lui n'a rien entendu, ce qui est étrange puisque leurs maisons sont mitoyennes. Si quelqu'un tape dans le mur, Vic doit l'entendre également. L'homme s'équipe d'une lampe de poche et d'un marteau, au cas où il devrait se défendre face à un cambrioleur. Il entreprend d'inspecter toute la maison, accompagné de son fils. À l'étage, les pièces sont vides, mais des nouveaux coups frappés au mur les font sursauter. Pour Vic, il serait grand temps de faire appel à la police. Quelques instants plus tard, 2 agents de police font également le tour de la maison, mais ne trouvent rien d'inhabituel. Avant de partir, 4 coups sont tapés contre le mur. Puis un des enfants de la famille désigne du doigt une chaise dans le salon. Les policiers assistent, bouche bée, au premier phénomène inexpliqué de leur carrière. La chaise glisse toute seule sur près d'1 mètre. Les policiers ne peuvent pas décemment crier au fantôme. Ils inspectent la chaise sous tous ses angles. Ils ne trouvent rien. Puisque les Oxon ne sont pas sous la menace d'un cambrioleur, les 2 agents s'en vont sans leur apporter plus d'aide. La petite famille se réunit alors dans le salon. Ils ne subissent plus d'assaut jusqu'au lendemain matin. Les Oxon sont réveillés en sursaut par des jets de petits objets, comme des billes et des pièces de Lego. Margaret, la mère, se précipite chez son voisin pour lui faire voir la nouvelle manifestation paranormale. L'homme est touché en plein visage par un petit Lego. La pièce est étrangement chaude. Il conseille à sa voisine de contacter la presse. Avec un article pareil dans le journal, quelqu'un pourra certainement leur venir en aide. Nous sommes le lundi 5 septembre 1977 et la famille reçoit la visite de 2 personnes envoyées par le journal Daily Mirror. Le journaliste Douglas Benz, accompagné du photographe Graham Morris, est chargé d'écrire un article sur les phénomènes paranormaux se déroulant à Enfield. Le journaliste n'aura pas fait le déplacement pour rien. Quelques minutes après être entré dans la maison, il assiste aux premières manifestations. Des bruits de pas, des coups dans les murs, mais aussi une pièce de Lego projetée directement dans son visage. Dans son article, il reportera également que des billes ont flotté devant ses yeux. L'article paraît dès le lendemain. Les badauds s'arrachent cette histoire de fantôme. Certains font le déplacement dans le courant de la semaine pour observer d'eux-mêmes les phénomènes. La famille Oxon, victime de son succès, est réticente à recevoir la visite d'inconnus. Certains se montrent très insistants. Heureusement, elle peut compter sur la bienveillance de Vic, dont la taille imposante suffit à faire régner l'ordre dans le quartier. Quelques jours plus tard, les journalistes Fallows et Thorpe du Daily Mirror sont envoyés sur place pour rédiger un nouvel article à succès. Face à l'ampleur des phénomènes, les journalistes conseillent à Margaret de faire appel à la Society for Psychical Research.
Le but de cette association est d'effectuer des recherches sur les phénomènes paranormaux pour mieux les appréhender. La société est très sérieuse. Elle date de 1882 et a compté parmi ses membres le célèbre auteur des Sherlock Holmes, Sir Conan Doyle. Le 10 septembre, Maurice Grosse, un membre particulièrement engagé, est témoin de toute cette bizarrerie. Les objets se déplacent, les billes des enfants s'écrasent toutes seules sur les murs. Il reçoit même des vêtements en plein visage. Grosse identifie immédiatement l'œuvre d'un poltergeist, un esprit frappeur. Après plusieurs jours d'enquête, Maurice Grosse pense que l'entité vise particulièrement les enfants, puisque les plus grosses manifestations se déroulent dans la chambre de Margaret et Janet. Durant son enquête, le membre de la SPR tente de capturer les manifestations du poltergeist sur une bande audio. Un peu plus tard, des milliers d'auditeurs de la BBC découvrent la bande. La radio avait envoyé une journaliste du nom de Rosalind Morris. Celle-ci était chargée de décrire ce qu'elle voyait. Les différents enregistrements font état de bruits étranges, de cris de panique, d'objets qui tombent et de coups dans les murs. Courant septembre 1977, Maurice Grosse reçoit l'assistance de Guy Lyon Playfair, un membre du SPR, journaliste et écrivain. Lui aussi pense qu'il s'agit là de l'œuvre d'un poltergeist. Puisque le fantôme semble vouloir s'en prendre aux fillettes, ils veulent déterminer si le phénomène se poursuit si Janet et Margaret sont séparées. Tandis que l'une dormira dans sa chambre, l'autre sera hébergée chez les voisins. Le lendemain, M. Nottingham déclare aux enquêteurs avoir entendu des coups tapés dans les murs. Un autre jour, les enquêteurs du SPR vident entièrement la chambre des enfants pour voir ce qu'il se passe. Un gros tremblement se fait entendre dans toute la maison. Les murs vibrent.